Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu. Le secrétariat du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, communément appelé le groupe ACP, a organisé son premier forum consacré au développement du secteur privé. C'était les 25 et 26 octobre 2016 à Bruxelles. Plus de 40 participants, parmi eux, une quinzaine d'experts de haut niveau des communautés économiques régionales, les associations faîtières du secteur privé, les banques régionales, la Banque africaine de développement à titre d'exemple, mais aussi plusieurs partenaires internationaux de développement, l'Union européenne, les Nations unies, la FAO, l'ONUDI, le PNUD, etc. ont pris part à cet important forum pour jeter les bases d'une plus grande cohérence dans la programmation d'actions de développement en faveur du secteur privé. Associer le secteur privé et plusieurs partenaires ACP à la réflexion pour la mise en œuvre et la formulation des projets dans la stratégie globale d'action intra-ACP avec l'appui du 11e Fonds européen de développement, tel était le principal challenge de ce forum. Plusieurs représentants du secteur privé des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que des partenaires du groupe ACP se sont exprimés au micro de BIP pour souligner l'importance d'un tel événement et surtout les nombreuses attentes qu'il suscite pour contribuer aux objectifs de développement durable et à la promotion de l'industrialisation de l'Afrique. Au terme des 5 sessions, Viwanou Nyasunou, assistant secrétaire général en charge du développement économique durable et du commerce et président des groupes de travail, s'est dit satisfait de la réussite des travaux. Le secrétariat du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a abrité les 25 et 26 octobre 2016 à Bruxelles son premier forum dédié au développement du secteur privé. Dans son allocution de bienvenue, le secrétaire général du groupe, Dr Patrice Ignatius Gomes, a souligné l'importance d'une telle initiative du secrétariat général de mettre en place un mécanisme intra-ACP de consultation avec les parties prenantes régionales sur les questions relatives au développement du secteur privé ACP. Je cite, « Lorsque nous parlons des régions ACP, nous parlons de partenaires publics et privés, régionaux et internationaux, de communautés politiques et économiques et régionales, de correspondants régionaux ACP pour le développement du secteur privé, d'organismes ACP ou d'organisations régionales du secteur privé, ainsi que des agences d'exécution pour les activités de développement du secteur privé et les partenaires au développement au niveau régional. » Fin de citation. Le secrétaire général du groupe ACP a par ailleurs mentionné l'un des objectifs de ce forum. More generally, inappropriate institutions and policies can also drive the poor into the informal economy, where they are more likely to experience lower wages and poverty, job insecurity, and a lack of protection from labor and other legislation. This is perhaps at the heart of a current discussion on the Canadian Free Trade Agreement with the European Union. Our aim as intergovernmental institution should be to bring about systemic change, altering the incentives provided to the private sector in order to make it deliver pro-poor outcomes. The range of capacity building options should be wider than enterprise development and finance for small enterprises. It should also encompass macroeconomic analysis, governance, and institutional change, and the provision of basic social services and transfers to reduce poverty traps. My dear friends, distinguished ladies and gentlemen, I would also like the ACP Forum for Private Sector Development to be a launching pad for enhanced intra-regional collaboration, networking and communication, not only around private sector development, but also on possible investment and services, in trade, in knowledge and expertise, sharing opportunities and lessons across and within regions of the ACP group and beyond. During these 2 days of stakeholder interaction, I would hope the successful experience in one or the other regions will be highlighted and serve as examples to other regions. This is for us South-South and Triangular Cooperation in practice.
Après cette allocution du secrétaire général du groupe ACP, c'était le tour de l'ambassadeur du Kenya à Bruxelles, Johnson Waru, de procéder à l'ouverture officielle du Forum pour le développement du secteur privé. The forum will help to, among other things, identify activities to be implemented based on their level of synergy and coherence with the action plans, policies at national or regional PSD programs underway. Also, specify the expected roles of regional economic communities at the PSD regional focal points in the implementation. With that, ladies and gentlemen, I declare open the first ACP Forum for Private Sector Development and wish you productive and successful deliberations. I thank you. Ce forum fait suite à la feuille de route du groupe ACP sur indication des chefs d'État et de gouvernement ACP et du Conseil des ministres ACP Union européenne réunis à Nairobi au Kenya en juin 2014 d'adopter un cadre de coopération conjointe ACP-UE pour le soutien au développement du secteur privé dans les pays ACP. Les ministres ACP avaient adopté en décembre 2014 une stratégie pour le secteur privé que relève ici Mme Marjeta Jaguer, directrice générale adjointe de la coopération internationale et du développement de la Communauté européenne, l'ADEFCO. The co-signature of inter-ACP strategy paper and indicative program for 2014-2020. The strategy, ladies and gentlemen, as you know, set the multi-annual programming on three main areas: support business-friendly and inclusive national and regional policies, increase financial inclusion, and increase access to finance for enterprises, in particular of the SMEs. Viwanou Nyasunu, assistant secrétaire général ACP en charge du développement économique durable et du commerce, donne quelques explications sur cette stratégie ACP d'appui au secteur privé. Les chefs d'État ont donné des orientations. Les ministres ACP ont approuvé en décembre 2014 une stratégie ACP pour le secteur privé. Cette stratégie a été déroulée. Maintenant, nous avons une stratégie ACP-UE pour le secteur privé également qui a été mise en place. Et depuis novembre dernier, nous avons une source de financement qui est pour l'instant le 11e Fonds européen de développement, ce que nous appelons le 11e FED, qui va nous servir pour en partie mettre en œuvre cette stratégie. Donc, une fois que nous avons les ressources, nous avons voulu nous concerter, j'allais dire, entre ACP. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons été en mesure de tirer les leçons de ce qui a été fait. Et ça a été un long processus, mais c'est seulement au moment où nous avons pu tirer les leçons que nous avons pu maintenant nous dire réellement quelles sont les nouvelles orientations que nous pouvons prendre. Et c'est maintenant que ça arrive. Et ce n'est pas que chez nous. Même nos partenaires les plus directs de l'Union européenne ont sorti là, en 2014 une nouvelle communication sur comment appuyer de manière beaucoup plus appropriée le secteur privé. Donc en fait, il y a une prise de conscience générale. Effectivement, on a eu des échecs parce que les États se sont parés de vertus en termes de gestion de secteur privé qu'ils n'avaient pas. Et c'est seulement au sortir de ces crises, j'allais dire, qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas. Et puis surtout aujourd'hui, nous sommes après la crise financière de 2008, où beaucoup d'États se sont retrouvés exempts, avec peu de ressources. Tout le monde s'est retourné vers le secteur privé aussi en disant, mais écoutez, nous, en tant qu'institution publique, nous n'avons pas ces ressources, mais l'argent est quelque part, comme on dit assez simplement. Et c'est au mains du privé. Donc l'État s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut organiser de telle sorte que les ressources disponibles pour le privé peuvent aller aussi servir les orientations que les États se donnent, notamment en termes de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans nos pays, notamment dans les pays ACP et particulièrement en Afrique, vous avez des situations où plus de 60% de la population a moins de 20 ans. Alors, il faut créer de l'emploi. Et cet emploi-là, ce n'est pas l'État qui va le créer, c'est le privé qui va le créer. Les travaux des différentes sessions, au nombre de 5, ont ensuite débuté. On a assisté à la présentation par le secrétariat ACP et la communauté européenne de la stratégie conjointe de coopération du développement du secteur privé, DSP-ACP, et du document de programmation des ressources du pilier DSP du 11e Fonds européen de développement. Dans cette stratégie conjointe ACP-UE en faveur du secteur privé, l'Union européenne a défini 4 domaines pour mettre en œuvre des actions concrètes basées sur les besoins des pays ACP déclinés ici par Antti Karunen, chef d'unité de la Commission européenne en charge du cadre privé, développement, commerce et intégration régionale. There are 4 areas, and these 4 areas are sufficiently broad
to cater for, looking at how we can then implement, how we can set up concrete actions that are based on the needs of the ACP countries, and these are firstly the supporting of business-friendly environment and inclusive national regional policies to strengthen productive capacities and value chains. I think that's a rather self-explanatory title. It's about the framework conditions for doing business. Second element is the increased financial inclusion, how to provide access to financial services to the unbanked and the poorest people. It's an area where a lot of progress has been achieved already, but where very interesting outlooks exist, for example, in looking at mobile and digital technologies. A third element is the increased access to finance for SMEs and catalyzing investment through blending operations. This is building on the blending experience that the EU has had. We have from 2007 to 2014 already had an experience of blending. With 2 billion of grants, we have reached the level of about 44 billion of investments. So you see the leverage moving towards a leverage-based cooperation is very high up in EU's agenda. What we wish to see happening is that the regional players will start very actively, proactively, to build up projects, pipelines that can then be bankable and which the financial institutions will bring to the governance of our blending facilities. So huge opportunities in this area. A pipeline of projects, and these have to be built. So there needs to be an active role, an active dialogue locally between the regions, between the countries, between the financiers, the private sector, in building this pipeline. And if it is done, then that certainly will help us. Dans la mise en œuvre de la stratégie conjointe DSP-ACP et du document de programmation des ressources du pilier du 11e Fonds européen de développement, les États ACP font face à certaines contraintes. Comment venir à bout de celles-ci? Dr Massima Emagna, expert en investissement du secteur privé auprès du secrétariat ACP, expose l'analyse, mais aussi les solutions du secrétariat ACP. Ici, quelles sont les contraintes? Elles ont été évoquées, mais il s'agit en réalité de tenir compte des contraintes des pays ACP, en particulier la vulnérabilité de ces économies, qui portent sur une dépendance de leurs économies à l'égard des produits de base, donc très peu de diversification de leur économie, manque d'accès au financement et aux services énergétiques, ainsi que la nécessité, n'est-ce pas, de règles d'accès au marché selon les législations environnementales applicables et les normes de base internationalement reconnues, en particulier en matière de droit du travail. Alors, à partir de ces contraintes, nous avons, tenant compte du cadre conjoint, nous avons imaginé donc que 4 programmes intra-ACP pourraient se mettre en place. Le premier programme serait le programme intra-ACP pour l'amélioration de l'environnement des affaires et le développement de la chaîne de valeur régionale, qui en réalité recoupe les deux principaux piliers, n'est-ce pas, du cadre conjoint et de la stratégie ACP. Le deuxième programme serait le programme intra-ACP pour l'accroissement de l'inclusion financière. Le troisième, le programme intra-ACP pour le renforcement de l'accès des PME au financement, c'est sa dimension un peu investissement, n'est-ce pas, au sein des entreprises. Et le quatrième programme serait un programme lié à la gestion des connaissances sur le développement du secteur privé. Comme disait M. Anti de la Commission européenne tout à l'heure, c'est, n'est-ce pas, tout ce qui concerne l'effet multiplicateur, n'est-ce pas, de bonnes pratiques sur le terrain. Au cours de cette deuxième session, les représentants des régions ACP ont présenté leur stratégie du développement du secteur privé. Il était question aussi de présenter les priorités dans ces régions, les activités, les modalités de mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement, les attentes vis-à-vis du groupe ACP, les cofinancements, etc. Madame Pamela Hamilton, directrice de Caribbean Export, revient sur quelques éléments de sa présentation et évoque les nombreuses attentes de sa région. We're very happy to be here because we're the regional focal point for the Caribbean region in the Africa, Caribbean and Pacific Private Sector Development Forum.
And so we represent 15 countries across the region, including Dominican Republic and CARICOM countries. What we hope to get out of this conference is a very clear idea about how we can all work together as African, Caribbean, and Pacific regions to enhance our private sector development and, by extension, achieve long-term economic growth. How do you expect to have the credit, the fund of European Commission in this? How can you do to have this credit? Well, I think they have already allocated 600 million euros. The decision now is how that will be distributed. Will it be distributed according to regions, or will it be distributed according to sectors? There are already 4 main pillars which they have agreed on, and so what we need to do is to sit and look at the structure for the actual implementation of this program so that it actually gets to the private sector and to the beneficiaries and not to consultants. I mean, not that consultants are bad, but... According to you, why is it so difficult to get a fund, to have a credit? Why is it so difficult? Understandably, the EU funds are taxpayer dollars, and so they have a fiduciary duty to ensure that their money is spent in a way that works not just for them, but for the countries that they're giving it to. And so they have to make sure that there's overhead oversight and proper oversight. They have to ensure that who they're giving the money to are trustworthy. And they have to ensure that they follow the procedures that are necessary to ensure a fiduciary duty. Yeah, yesterday we talked about intelligence marketing. What is that? Intra-regional marketing? Yeah. Well, the Caribbean does not sell to Africa. Africa really doesn't sell to the Caribbean. Yeah. The Pacific doesn't sell to either of us. And so you find that we operate in silos, So you have the Caribbean and we sell to Europe and the United States. And then Africa sells to Europe and the United States. And the Pacific sells to Australia, New Zealand. But we never interact. Yeah. And one of the things that came out very clearly yesterday was the necessity for us to begin to realize the intricate linkages, a kind of tripartite structure, and the linkages between our countries, the similarities, the same issues that we face, and how can we leverage this funding to enhance that linkage and to ensure that we're all benefiting to access this EU market. I think one of the important messages that I wanted to bring to this discussion it's the first forum of the private sector in the region for the ACP regions has been that in the Pacific Island countries we have got certain limitations. The opportunities that is available for the private sector are not the same as you'd normally expect in the other ACP regions. Therefore, the approach that we should be taking to support private sector development should be quite focused and targeted. The Pacific region has got some significant comparative advantages. We are part of the biggest ocean, the Pacific Ocean. Our common heritage really is in terms of the resources we have in the oceans, fisheries in particular. We have got very serene environment. Tourism industry is an important economic driver of the Pacific Island countries. And of course, our people. These are some of the fundamentals on which we are basing our economic development. And in terms of the relationship with the broader ACP initiative on private sector development, we would like to see support that is provided to the private sector primarily for the micro, small and medium enterprises, which really are the ones who are driving the economy in the Pacific. Avec quelle organisation ou entreprise va-t-on établir un partenariat stratégique? Tel était le principal enjeu de cette session. Les potentiels partenaires stratégiques identifiés par le groupe ACP et la Communauté européenne ont donc déployé leur politique et leurs projets mis en place dans les pays ACP, pour certains avec l'appui du 10e Fonds européen de développement. Pour Christophe Yvetot, représentant auprès de l'Union européenne et chef de bureau de l'UNIDI à Bruxelles, un partenariat pour le développement industriel, inclusif, durable, vert serait salutaire pour l'Afrique.
Je représente l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et c'est une organisation qui a été créée il y a 50 ans, on fête notre 50e anniversaire cette année. Et il avait été voulu notamment par les pays ACP parce qu'ils voulaient développer leur secteur privé, ils voulaient renforcer leur capacité productive et ne pas être simplement limités à exporter des produits de base ou des produits miniers, mais aussi des produits plus sophistiqués, des produits qui ramènent plus de revenus et qui leur permettront de sortir de la pauvreté. Comment alors, dans votre cas, au niveau des Nations Unies, comment comptez-vous accélérer cette coopération, cette perspective avec les États ACP afin que le secteur privé en sorte vraiment gagnant? Tout d'abord, il fallait aussi convaincre aussi de la bonne approche. Comme vous le savez, dans les pays ACP, peu de produits sont transformés, ils sont exportés tels quels. Donc si vous exportez des produits de base, vous avez des emplois de base. Et donc si vous voulez plutôt avoir des ingénieurs, il faut passer à d'autres phases de transformation des produits. Alors comment est-ce qu'on fait? D'abord, il faut mobiliser les pays. Nous avons réussi à mobiliser l'ensemble des pays du monde. Il y a maintenant un objectif du développement durable numéro 9 sur le développement industriel inclusif et durable, donc un développement industriel qui crée des emplois, mais aussi on ne va pas reproduire les erreurs du passé et polluer et mal gérer les ressources, mais au contraire faire un développement industriel vert, un éco-responsable. Aussi, après cette mobilisation politique de tous les pays du monde, nous avons aussi obtenu récemment une troisième décennie pour le développement industriel de l'Afrique. Et récemment, et je vais finir là sur la mobilisation politique, le G20 a lancé une nouvelle initiative pour l'industrialisation de l'Afrique et des pays les moins avancés. Comment résorber le chômage avec 11 millions de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi en Afrique? Telle est la mission et le partenariat que propose le groupe de la Banque africaine de développement qui compte créer 25 millions d'emplois dans les 10 prochaines années. Ginette Nzomuteta, coordinatrice de Jobs for Youth in Africa, nous en dit davantage au micro de Anani Sossou. Il est estimé qu'environ 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail en Afrique. Et le secteur formel en produit 2 à 3 millions. Mais avant d'aller dans ces détails, le montant de financement de ce 11e FED est de 600 millions. Oui. Pour tous les pays des ACP. Vous trouvez ce montant vraiment suffisant? Non, il est clair que face aux enjeux, comme je l'ai dit, avec un gap de 8 millions d'emplois à créer par an, le montant de financement du FED ou même de la Banque africaine de développement seuls ne suffiront pas. C'est pour cela que dans le cadre de notre stratégie qui vise à créer 25 millions d'emplois pour les jeunes pour les 10 prochaines années au niveau de l'Afrique, nécessite une meilleure coordination, une synergie de tous ces financements-là pour avoir des effets d'échelle et pour aller à l'échelle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour qu'on puisse vraiment adresser de manière durable et transformationnelle donc la question de l'emploi des jeunes en Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que la Banque africaine de développement va créer 25 millions d'emplois. Mais comment vous allez vous y prendre? Quel est le financement? En fait, donc l'approche de la banque, c'est vraiment une approche d'écosystème. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de financer des projets de manière individuelle, aussi intéressants, aussi innovateurs soient-ils, mais c'est vraiment l'approche d'écosystème. Au niveau macroéconomique. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche écosystème? Voilà. Est-ce qu'au niveau macroéconomique, le cadre est favorable? Est-ce qu'au niveau sectoriel, les politiques, les stratégies qui existent sont favorables à la création d'emplois? Est-ce qu'il y a une coordination entre elles? Est-ce que les programmes, les projets qui existent ont cette perspective-là, etc. Est-ce que le système d'éducation, de formation technique et professionnelle est adapté? Est-ce qu'il y a un lien, une passerelle avec les besoins du secteur privé pour qu'à la fin des formations, les jeunes soient soit en apprentissage, en stage ou alors employés ou alors créer leur propre entreprise? Parce que l'entrepreneuriat est au cœur de cette stratégie, parce qu'il est estimé que 75% des emplois seront en auto-emploi, en entrepreneuriat. Donc c'est au cœur de la stratégie. Et donc, dans le cadre de la préparation de cette stratégie, nous avons identifié des secteurs phares, des secteurs porteurs qui vont créer beaucoup d'emplois. Et naturellement, il s'agit du secteur de l'agriculture, qui est un des premiers. Mais dans l'agriculture, pas l'agriculture telle que nous l'avons conçue traditionnellement, mais vraiment à travers l'approche chaîne de valeur,
en mettant au centre donc, les technologies de l'information et de la communication pour saisir l'opportunité que nous offre la 4e révolution industrielle, pour avoir des jeunes qui ont des projets innovateurs, porteurs dans toute la chaîne de valeur. Et c'est là où mettre l'accent sur un changement de mentalité au niveau des jeunes qui comprennent que l'agriculture n'est pas seulement pour le paysan en milieu rural, mais que dans toute la chaîne de valeur, en amont et en aval, c'est un foisonnement d'entreprises florissantes qui existent. Et comme le dit le président de la Banque africaine de développement, les futurs milliardaires de l'Afrique seront dans la chaîne de valeur agricole. Et c'est cette approche-là qu'on veut privilégier à travers le financement de la banque. Il y a un problème qui va se poser au niveau du fait que vous voulez investir beaucoup dans l'agriculture, c'est vrai. C'est un projet porteur, mais on sait actuellement que les multinationales et les Asiatiques achètent toutes les terres arables. Oui. Comment est-ce que vous allez procéder alors? D'abord, en plus donc, de cette stratégie sur l'emploi des jeunes, la banque a aussi une stratégie pour la transformation du secteur agricole, où il est montré que plus de 60% des terres arables se trouvent en Afrique. Donc il y a des opportunités. Mais en plus, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement d'investir dans la production agricole. Il s'agit d'investir en amont, dans la recherche et le développement pour des semences améliorées, etc. Comment utiliser cela pour la commercialisation, pour le transport de ces semences, etc. Il y a toute une chaîne de business qui peuvent se créer. En aval, dans la transformation, il y a énormément d'opportunités qui peuvent se créer. Et c'est dans toutes ces chaînes-là que nous voulons inciter les jeunes à aller et les accompagner donc pour avoir qui deviennent ce qu'on appelle des agripreneurs prospères au niveau de l'Afrique. Les travaux se sont poursuivis le 26 octobre 2016 et d'autres potentiels partenaires stratégiques ont présenté leurs opportunités de partenariat, les réalisations et l'impact de leurs projets sur le plan socio-économique. C'était l'occasion pour certaines organisations de prendre connaissance des programmes et des opportunités proposées par le document stratégique conjointe de coopération DSP-ACP et du document de programmation des ressources du pilier DSP du 11e Fonds européen de développement. Ce forum sera bénéfique pour notre organisation en ce sens que nous représentons le secteur privé de la sous-région. Nous constituons une association organisée secteur privé participant à ce genre de forum, c'est de nous permettre de savoir quels sont les projets qui sont disponibles, faire connaître à nos membres et les amener à en bénéficier. Et c'est pour nous un plaisir d'être invités à ce haut niveau parce que par le passé, tout se fait et on vient voir le secteur privé par la suite. L'idée d'associer le secteur privé au départ à la mise en œuvre, à la formulation des projets, c'est très intéressant, de sorte que dans la mise en œuvre, ça soit facile pour que les acteurs du privé puissent savoir qu'ils sont réellement impliqués dans les projets qui sont réalisés. L'ardoise que l'Union européenne met à la disposition de tous les États ACP est de 600 millions d'euros. Est-ce que c'est une somme conséquente qui pourra permettre l'industrialisation vraiment de la zone ACP et par ricochet de la région ouest africaine? 600 millions d'euros, ça dépend de comment on le voit. Les États voient 600 millions d'euros, le privé voit 600 millions d'euros. Comment cela pourrait se faire entre 79 États? Lorsqu'on prend un seul pays, 600 millions d'euros, je crois que les besoins d'un État, 600 millions ne fait pas les besoins d'un État. Néanmoins, c'est un début, c'est des efforts qui peuvent permettre de renforcer les capacités, de mettre les entreprises sur la bonne ligne pour voir comment les entreprises peuvent travailler, créer des produits et aller sur le marché. C'est tout un début. Alors, vous allez repartir dans votre fédération. Un patron de PME ou bien un artisan, un agriculteur qui va venir chez vous. Est-ce que vous avez compris le mécanisme par lequel il pourra avoir accès à cet argent, à ce 11e fête qui est décaissé? Oui, un artisan qui vient chez nous, c'est de lui présenter les mécanismes qui sont mis ensemble et mis en œuvre et de voir comment on peut l'accompagner à en bénéficier. C'est quoi ce mécanisme justement? Le mécanisme tel que nous l'avons bien compris, c'est de faire en sorte qu'il y a des institutions financières sur place qui puissent recevoir ce financement et mettre à la disposition des PME au niveau de la région. D'accord, vous représentez la Fédération ouest-africaine des chambres de commerce. Alors, quelles sont les réalisations que vous avez pu faire
au niveau de cette fédération depuis sa création? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, depuis sa création, la Fédération des chambres de commerce et services de l'Ouest s'est lancée dans la création de EcoBank, qui est une banque qui parle en son nom et elle-même. Ce modèle économique mis en place sous une forme de partenariat public-privé a permis de mettre en place d'autres projets comme EcoAir qui est devenu Asky, comme le projet de transport maritime que nous sommes en train de développer actuellement. C'est un projet de transport multimodal qui permettra de transporter les marchandises et les personnes depuis le Cap-Vert jusqu'au Sénégal, du Sénégal jusqu'au Nigeria, avec extension sur l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Donc c'est un projet qui permettra d'accompagner le protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des droits d'établissement de la CEDEAO. En quoi vous améliorez le COLEACP peut améliorer cette compétitivité des produits dans vos domaines spécifiques sur le marché mondial? À partir du moment où on travaille sur la promotion des exportations et l'amélioration des capacités à pénétrer les marchés extérieurs, on influence positivement la balance des paiements, évidemment, donc la balance commerciale. Mais on remarque quand même que le commerce intra-ACP, le commerce régional et le commerce national dans certains pays sont des facteurs de développement importants. Il est important pour les entreprises d'avoir deux ou trois marchés d'exportation. Je dirais, et des marchés locaux, donc ça se développe ensemble. Donc on emploie l'exportation, l'industrie d'exportation et toute la technologie de l'exportation pour améliorer les productions sur les marchés locaux et régionaux. Vous avez aussi l'implantation des grandes marques de supermarchés en Afrique qui ont des cahiers des charges similaires à ce qu'on pourrait avoir en Europe. Donc ça, c'est important que les producteurs et les petits producteurs puissent bénéficier de ces marchés-là. Quantitativement parlant, quelle est la part au niveau des fruits et légumes, quelle est la part des pays ACP dans ce commerce avec l'Europe? C'est pas grand-chose en termes de volume parce qu'il y a des grosses productions d'Amérique latine notamment, mais c'est important pour l'Afrique, c'est important pour les Caraïbes. Si on représente quelques pourcents, je dirais, du marché européen, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout, nous représentons plus de 90% des productions ACP pour l'exportation qui sont importantes en termes de développement pour ces pays, tant la banane que tous les produits diversifiés. Je dirais c'est important en termes d'exportation, c'est important en termes de production nationale, c'est important en termes de nutrition, c'est important en termes de lutte contre la faim, et c'est important en termes de lutte contre la pauvreté, puisque les producteurs sont en général des petits producteurs qui ont besoin de facteurs de développement. Les travaux très intenses se sont poursuivis lors de la 4e session. Un comité de pilotage de la plateforme conjointe ACP-UE a entre-temps été désigné au cours d'un huis clos. Pour clore ce forum, la 5e session qui s'est tenue dans un huis clos a fait état de la synthèse des travaux, mais aussi des recommandations et des conclusions. Il était question de présenter les synthèses des discussions de la journée du 25 octobre 2016 par le rapporteur, ainsi que les résultats du comité de pilotage de la plateforme conjointe ACP-UE-DSP. Viwanou Nyasunou, président du forum, tire les premières conclusions au terme de 2 jours de travaux au micro de BIAP. 2 jours de travaux ont été réellement intenses. Et de l'avis de tous les participants, cette première était plutôt réussie. Et nous nous en félicitons et nous félicitons tous les participants parce que c'est grâce à eux que nous avons pu avoir des débats bien fouillés, bien approfondis. Ce qui ressort rapidement, c'est qu'il faut plus de concertation. Beaucoup d'actions se font sur le terrain par plusieurs acteurs, notamment par nos acteurs régionaux, mais aussi par les partenaires au développement qui travaillent avec nous. Mais on se rend compte que tout se fait de manière isolée. Il n'y a réellement pas un cadre où on partage des expériences et on fait en sorte qu'on puisse ajouter l'expérience ou la capacité de l'un à ce que l'autre peut faire pour qu'on puisse avoir des impacts beaucoup plus prononcés. Donc, c'est un premier résultat et donc c'est une des avancées que nous avons eues, ou du moins que nous avons noté qu'il faudra mettre en œuvre par la suite. Le deuxième point, c'est le travail que nous faisons avec nos partenaires. Nos institutions régionales ont demandé à être beaucoup plus être en charge de la conduite des activités et faire en sorte que les partenaires en développement qui viennent puissent plutôt les accompagner plutôt que le contraire, où on voit des situations, ce sont les partenaires en développement qui proposent des programmes, qui les mettent en œuvre et des fois même dans des situations où les partenaires régionaux, nos États ne sont pas eux-mêmes
des fois informés de ce qui est fait, ce qui réduit l'appropriation, puisqu'on ne peut pas garantir la pérennité dans des cadres nationaux ou régionaux établis. Donc, c'est fondamentalement deux éléments sur lesquels nous devons travailler. Et nous avons convenu aussi que cet exercice doit se faire de manière répétée, probablement au minimum une fois chaque année. Nous allons nous retrouver, mais au niveau conjoint avec la partie européenne, au moins 2 fois dans l'année. Donc, si nous devons nous retrouver avec la partie européenne, nous avons convenu qu'au niveau intra-ACP, nous allons aussi d'abord nous retrouver pour préparer la réunion conjointe et nous assurer que la feuille de route que nous sommes donnée est suivie de manière appropriée. Lors des débats, nous avons remarqué quand même que les délégations des Pacifiques et des Caraïbes ont déploré les échanges de technologies entre l'Afrique et les autres pays ACP, notamment des Pacifiques. Est-ce que votre secrétariat compte résorber ce problème? C'est tout ce qui fait l'utilité du secrétariat ACP, du groupe ACP. C'est cette capacité de pouvoir mettre en relation ce qui est fait dans ces régions qui semblent éloignées géographiquement, surtout celle du Pacifique, et ce qui est fait dans une région qui semble plus proche géographiquement, celle de l'Afrique. C'est le rôle du secrétariat. Là aussi, nous avons pris le mandat, effectivement, de nous assurer que ce qui est développé, les expériences qui sont développées, puissent être mises à disposition de ce que les autres régions ont, ce dont ils ont besoin pour pouvoir avancer aussi dans leur agenda au niveau du secteur privé. Donc, c'est un mandat. Nous le faisons, mais apparemment pas suffisamment. Et nous allons continuer dans ce mandat-là qui, pour nous, est primordial parce que c'est la raison même d'être du secrétariat et du groupe ACP. Alors, vous avez des programmes de sensibilisation vis-à-vis des PME, du secteur informel au niveau des États ACP pour que la population soit au courant de ce qui va se passer, pour qu'ils puissent avoir accès à ces crédits justement pour développer les technologies au niveau de l'agriculture, etc. Tout à fait. Mais comme nous disons toujours, c'est mieux fait par ceux qui sont sur le terrain. Donc le dialogue que nous allons avoir avec nos partenaires régionaux, que ce soit les chambres de commerce ou bien les organisations régionales d'intégration, c'est voir avec elles comment est-ce que le travail peut être fait. C'est à elles de nous dire, ces organisations, de nous dire sur le terrain en quoi nous pouvons être utiles, quels moyens nous pouvons mettre à disposition pour qu'ils puissent servir réellement de relais, nous à leur côté, mais d'abord, comme nous l'avons dit, il faut que ce soit les régions, les pays qui soient dans le siège du conducteur, comme on dit. Donc on va le faire, mais on va recevoir des propositions de la part des acteurs régionaux et nationaux qui nous diront comment cela doit se faire et nous allons les accompagner dans ce sens-là. Alors les travaux vont bientôt finir. Quelles sont les étapes qui vont suivre? Nous allons en tirer une synthèse, nous allons partager avec les États membres et nous allons au niveau du comité des ambassadeurs intégrer ces propositions-là et en faire des orientations politiques qui seront validées pour que cela soit inscrit dans le marbre, comme on dit, et que cela guide nos travaux vers l'avenir. Mais à quand alors le début des décassements des fonds? En début d'année prochaine. Nous espérons d'ici le mois de novembre prendre les premières décisions en termes d'allocation de ressources et dès le début de l'année 2017, les ressources seront disponibles pour les acteurs sur le terrain. Mesdames et messieurs, nous y reviendrons de long en large ultérieurement dans notre programme Grand Angle pour vous présenter certaines organisations ou entreprises, leurs activités, leurs réalisations et surtout leurs attentes vis-à-vis de ce forum. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre notre actualité à travers nos différents programmes sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt.